RFM Midi. RFM Midi. À l'écoute de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le grand journal. Antoine Diouf. Centre-ville de Dakar. Un immeuble a pris feu ce matin. Le sinistre a fait un mort. Sédhiou, le conseil d'administration de l'hôpital dégage toute responsabilité dans l'affaire de la tentative de suicide du directeur de la structure hospitalière de la région. La demande de la levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall confirme la détention arbitraire du maire de Dakar. C'est ainsi que réagit un des avocats de l'édile de la capitale. Maître Ciré Clédorly veut que l'Assemblée nationale exige que son client soit rétabli dans ses droits. Processus de paix en Casamance, les négociations entre le gouvernement et le MFDC, fortement approuvées par les populations du Sud. Elles y fondent beaucoup d'espoir. Et puis le directeur de l'agriculture réagit à la sortie des producteurs de Taïba Niassène qui demandent la suppression de la taxe sur les exportations. Impossible en substance, a dit Oumar Sané. Il a donné les raisons, vous l'entendrez dans ce midi. En politique, la délégation exécutive et politique de l'URD se retrouve pour la première fois après le décès de Djibo Itika. L'on s'interroge dans ce midi sur l'avenir de l'Union pour le renouveau démocratique. Les titres de l'actualité internationale, c'est avec vous, Sornana Tambay, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Dernière chance pour le blogueur mauritanien accusé d'apostasie. La Cour suprême a ordonné la reprise du procès en appel de Mohamed Mkhitir le 7 novembre prochain. S'il est définitivement reconnu coupable, il sera condamné à la peine capitale. Au Kenya, le nouveau scrutin présidentiel se déroule dans un climat tendu avec des manifestations un peu partout. Une personne a été tuée dans l'ouest du pays. L'opposant Raila Odinga a appelé au boycott du vote. Plusieurs bureaux n'ont pas pu ouvrir leurs portes. Bonjour, cher Tidiane Diagne. Bonjour à vous, Antoine Diouf. Les titres sport. Les 3 supporters de Guédiawaye Football Club convoqués ce matin ont été déférés au parquet. Ils ont été entendus. Leur dossier transmis à la hiérarchie. Retenez qu'ils sont accusés de vol de documents, injures et menaces de mort. Le bureau de Guédiawaye Association avait porté plainte. Ibrahima Ndiaye Chita, directeur technique et précurseur du beach soccer au Sénégal, le foot de plage, étale ses frustrations. C'est à la suite du choix qui a été porté sur Abdoulaye Sow, vice-président à la Fédération sénégalaise de football, d'intégrer la commission du football spécifique. Vous l'entendrez dans ce journal. À suivre la chronique d'Abdoulaye Ndiaye comme tous les jeudis. Point de vue aujourd'hui sur le processus de paix en Casamance. Nous en parlerons vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un mort dans l'incendie d'un immeuble à 6 étages. C'est sur l'ex-avenue Albert Sarraut. Le feu s'est déclaré ce matin et a finalement été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Salimata était sur place. Nous allons suivre son compte-rendu. C'est un incendie d'un immeuble de 8 étages. Une Française de 93 ans a perdu la vie. Selon les sapeurs-pompiers, une gaine technique a pris feu au niveau des cages d'escalier et rendant impraticables ces escaliers même. Selon les témoins, l'immeuble ne dispose pas d'issue de secours. Les employés de maison ont été extirpés de l'immeuble par des échelles. Le feu est éteint vers 10h47, soit 1h05 d'intervention. Le colonel des sapeurs-pompiers ne veut pas confirmer qu'il y a un mort. Il parle plutôt d'une personne inconsciente. Mais d'après les informations ramassées, et c'est la bonne de la victime même qui nous confirme le décès. C'est un immeuble qui se trouve derrière Carrefour Automobile, en face du siège de la BCEAO. Selon toujours le colonel Idriss Moulay Koulibaly, une enquête est ouverte pour déterminer la cause de l'incendie. Salimata, il s'agit bien d'un immeuble à 8 étages. Au lendemain de la tentative de suicide du directeur de l'hôpital régional de Sédhiou, les langues commencent à se délier. Le président du conseil d'administration de cette structure sanitaire écarte la thèse du malentendu entre Doudou Diop et le personnel comme mobile de son acte. Il précise qu'une rencontre était prévue aujourd'hui même
entre le directeur et les travailleurs pour arrondir les angles. La correspondance de Max Euclide Kanfani. Après cet incident survenu hier, des indiscrétions font toujours le lien entre la situation qui prévaut à l'établissement public de santé 1 de Sédhiou et cette décision prise par le directeur de cette structure sanitaire de vouloir mettre fin à sa vie. Hypothèse sur laquelle le président du conseil d'administration de l'hôpital, l'honorable député Boubacar Biaye, par ailleurs président du conseil départemental de Sédhiou, ne veut se focaliser. Ça dépendra de l'analyse des uns et des autres. La seule chose que tout le monde connaît, c'est la grève des travailleurs du SUTSAS de l'hôpital. Ça, tous les Sédhiouas sont au courant. Maintenant, s'il y a d'autres choses, seul le directeur et Dieu le savent. Mais en vérité, personne ne sait le mobile de l'acte pour le moment. Les raisons du balayage de cette suspicion sont tout simplement résumées ici par le président du conseil d'administration. Non, en vérité, si c'est la grève des travailleurs qui allait être le mobile, ça me surprend. Parce que la question était presque réglée. Le mot d'ordre a été levé. Et les points que j'ai lus ne sont pas des points qui peuvent créer une mort. Et c'est normal que les travailleurs déposent une plateforme revendicative et demandent à l'autorité, en tout cas de leur structure, de venir autour de la table et d'en discuter. C'est ça, c'est le dialogue. Il doit être permanent. Beaucoup de questions peuvent être réglées. Et les questions qui tenaient à cœur les travailleurs, c'est les contrats. Il est normal qu'un travailleur ait un contrat. C'est le versement des cotisations de l'IPRES. On devrait analyser la plateforme point par point pour distinguer le niveau de responsabilité de chaque point. C'est à 10 heures que cette rencontre-là devrait se tenir. Certes, des problèmes existent au niveau de l'EPS de Sédhiou, mais cette situation ne peut pousser le directeur de poser l'acte d'hier. Un incident malheureux qui a secoué les travailleurs de l'hôpital et les autorités de la région. Cependant, la sérénité doit prévaloir au niveau de la structure sanitaire et l'administration y travaille confie. Le président du conseil d'administration, Sédhiou, Max Euclide Kanfani. RFM. Max Euclide Kanfani qui nous parlait de la tentative de suicide du directeur de l'hôpital régional de Sédhiou, Doudou Diouf. Il est 12h07. Vous suivez le grand journal. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. La levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Ababakar Sall, demandée par le procureur de la République. En commentant cela, un des avocats du maire de Dakar déclare tout simplement que la détention de Khalifa Ababakar Sall est arbitraire et la robe noire demande même à l'Assemblée nationale d'exiger que l'édile de la capitale soit rétabli dans ses droits. Maître Siré Clédorli est joint par El Hadj Diogoudien. Nous avions toujours soutenu que les poursuites ne pouvaient pas être continuées depuis l'avis rendu par le Conseil constitutionnel, que Khalifa Sall était désormais en détention arbitraire. Nous avions déposé une demande pour sa libération d'office pour détention arbitraire. C'est le procureur lui-même qui avait dit qu'il n'était pas dans une situation où il était couvert par une immunité. Et le juge d'instruction l'a suivi aveuglément à la suite d'un commentaire qui a été fait par le ministre de la Justice lui-même. Bon, nous sommes allés à la chambre d'accusation. La chambre d'accusation les a suivis. Nous avons fait un pourvoi en cassation. À ce jour, on n'a pas l'arrêt pour que la Cour suprême, en fait, statue. Et ils reviennent en se contredisant. Parce que dès l'instant qu'ils saisissent l'Assemblée pour la levée de l'immunité, cela veut dire qu'en réalité, ils étaient dans le faux et dans le mensonge. Ils étaient dans l'arbitraire. Ils reconnaissent eux-mêmes que Khalifa était couvert par une immunité parlementaire et que sa détention était arbitraire. Donc aujourd'hui, c'est la confirmation. Je crois que nous sommes dans un pays où maintenant tout est devenu dangereux. Il faut qu'on revienne à l'état de droit, qu'on arrête les règlements de compte politique. L'Assemblée nationale devrait tirer toutes les conséquences de la correspondance adressée par le ministère public, qui est un aveu de ce qu'ils détiennent un député arbitrairement, les prisons de ce pays. Au chapitre judiciaire, on vient de l'apprendre, les avocats de Luc Nicolaï viennent de déposer un pourvoi en cassation à la Cour d'appel de Saint-Louis. S'achemine-t-on vers un règlement définitif de la crise casamançaise? En tout cas, tout porte à le croire, puisqu'au-delà de la longue accalmie notée sur le terrain, il y a cette rencontre à Rome entre des émissaires de l'État et ceux du MFDC sous l'égide de la communauté catholique Sant'Egidio. À Ziguinchor, la posture affichée par le gouvernement jusqu'ici est saluée par les populations. Correspondance Laminba. En accédant à la requête d'Atika, l'aile combattante du MFDC, le gouvernement vient de poser un acte nouveau dans le processus de paix en Casamance. À Ziguinchor, les populations trouvent cette initiative salutaire car bon nombre de ceux que nous avons interrogés estiment que le lieu où les négociations peuvent se tenir importe peu. L'essentiel
pour eux est de trouver une solution à cette crise qui n'a que trop duré. Il n'y a pas de prix pour la paix, que ce soit à Jérusalem ou à la Mecque, ils doivent tous y aller et trouver un compromis. Quel que soit l'endroit du monde où elles peuvent se tenir ces négociations, peu importe, l'essentiel est que la paix soit obtenue. Ce sexagénaire sous le couvert de l'anonymat que nous avons trouvé assis sur une natte devant une bijouterie est d'avis que l'essentiel n'est pas dans la forme mais dans le fond. Il faut pour lui que les acteurs soient sincères dans les négociations qui vont être entamées. Quand ils vont le faire, que chacun soit sincère dans ce qu'il va dire et faire. C'est la même position que nous retrouvons chez Alpha Conté, tailleur établi en face du village artisanal de Ziguinchor. Il faut que chacun s'assume et ce qu'il va dire soit ce qu'il pense réellement, de sorte que les négociations soient fructueuses. Lui tient à féliciter surtout le gouvernement qui, à ses yeux, a compris qu'il fallait mettre un terme à la posture figée pour faire avancer les choses. Nous saluons la posture du gouvernement qui a compris qu'il était temps d'avancer, ainsi que les MFDC naturellement. L'espoir d'un retour définitif de la paix en Casamance se cimente ici au fur et à mesure que les initiatives se multiplient. Les Ziguinchorois souhaitent qu'elles soient couronnées toutes de succès pour tourner définitivement la page. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La sincérité dans les négociations, c'est ce que veulent les populations de la Casamance. La section locale du mouvement Vision Citoyenne se félicite de la nouvelle orientation dans les négociations et invite les deux parties, c'est-à-dire l'État et le MFDC, à faire des concessions pour des négociations constructives. Écoutons à ce propos Madia Diop Sané, c'est le coordonnateur du mouvement Vision Citoyenne à Ziguinchor. Il est au micro de Lamine Ba. Si en réalité les émissaires doivent se déplacer, qu'ils se déplacent sans radicalisme, se dire que nous maintenons notre position, et la négociation elle a des étapes. Si quiconque veut camper sur son camp, ça ne marchera pas. Mais il faudrait que les deux parties puissent regarder réellement, puissent regarder de manière sincère la population. Cette population a tant souffert depuis 1982, date à laquelle nous sommes nés. C'est une crise trentenaire. Et là, nous avons vu que même en Colombie, aujourd'hui, les FARC et l'État colombien se sont réunis, ils sont mis d'accord sur un certain nombre de choses. Et pourquoi pas nous? Donc il faut que chacun fasse des concessions parce que c'est ça en réalité. Si on veut négocier de manière sincère, il ne faut pas que chacun campe sur sa position, il faut que chacun fasse des concessions. Moi je laisse ça, vous laissez ça. C'est comme ça qu'on peut vivre en société. Donc le MFDC doit céder une partie de lui-même, comme l'État aussi doit céder une partie de lui-même. Nous en tout cas, nous en tant que population, ce que nous voulons, c'est de voir la paix. Parce que nous n'avons jamais connu la paix. Nous, les générations de 82-80, nous n'avons jamais connu la paix. 12h13, vous suivez le grand journal. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Antoine Diouf. Le directeur de l'agriculture répond aux producteurs de Taïba Niassène qui ont fait une sortie sur nos ondes pour demander la suppression de la taxe sur les exportations. Oumar Sané fait savoir que cette taxe est passée de 40 à 30 francs CFA cette année même. Il précise que l'État ne peut laisser la production subventionnée aller vers d'autres pays. Oumar Sané est interrogé par El Hadj Ndiogouyen. Une taxe, c'est une loi, donc une loi qui doit être votée à l'Assemblée nationale. Néanmoins, donc l'autorité a demandé à ce que, dans la mesure du possible, qu'on puisse baisser cette taxe à 30 francs. Donc aujourd'hui, ça aussi, c'est à gagner donc, de l'État. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été prises, l'État les a examinées. Et tout cela, quand on regarde, l'État fait énormément d'efforts en subventionnant les semences, en subventionnant les engrais, même en subventionnant le prix aux producteurs. C'est vrai que la taxe sur l'exportation a connu une baisse, mais les producteurs veulent carrément sa suppression parce qu'ils estiment que cette taxe plombe l'écoulement de la production. Est-ce qu'on peut s'attendre à la suppression de cette taxe sur les exportations? Non, ça, je ne peux pas me prononcer par rapport à une suppression de taxe. Parce que ça, c'est pas que le ministère de l'Agriculture, mais c'est des mesures concertées avec l'ensemble des partenaires. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui aussi, il faut qu'on soit logique. On ne peut pas subventionner les intrants, subventionner les engrais, subventionner tout ce qu'on va faire et qu'on laisse la production sortir comme ça de paix et que les gens ne fassent pas qu'il n'y ait en retour rien pour la filière. Ça aussi, c'est impensable. Peut-être on peut poser le problème pour les munitions. Continuons à discuter et à voir quelle est parce que nous avons besoin de ces exportateurs dans cette filière-là.
En politique, l'Union pour le renouveau démocratique, l'avenir du parti en question après le décès de Djibo Leïtika, l'URD tient sa première rencontre de la délégation exécutive politique après le décès donc de son leader le 14 septembre dernier. Mais l'URD va-t-elle survivre à Djibo Leïtika? Des observateurs donnent leurs avis. Pour beaucoup, il faut revoir les ambitions, et avoir un leader fort, même s'il sera difficile de succéder au défunt secrétaire général du parti, Georges Déthié-Diop. De courant à parti, l'URD a connu une trajectoire mouvementée, de la lumière à l'ombre, mais avec un leader charismatique qu'il sera difficile de succéder. Maurice Soudieck-Dione, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, jette un coup d'œil dans le rétroviseur et s'interroge sur les défis à relever. Et pour lui, ce ne sera pas évident. En 1998, il a obtenu des performances remarquables avec 11 députés aux élections législatives. Et après tout cela, en 2000, on a vu ce qui s'est passé avec son soutien à Diouf et la création de l'URD-FAL. Et ensuite, la jonction avec le président Wade. On se rend compte que c'est un parti, en réalité, qui a toujours servi les ambitions de son leader. Aujourd'hui, on n'a plus à lui un leader de l'envergure de Djibo Leïtika. Et donc, ce parti qui était déjà en perte de vitesse risque donc de connaître une décadence certaine. Djiboka, considéré comme l'un des plus grands hommes politiques du pays. Djiboka parti, il va donc falloir rebondir selon le journaliste Ibrahim Bahoum. Djibo parti, qu'est-ce qui reste à l'URD? Il restera forcément quelques personnes. Bon, je n'ai pas le droit de les négliger comme si effectivement elles ne représentaient rien. C'est quand même des hautes personnalités qui ont une expérience politique. Mais vraiment, bon voilà, je crois qu'il va falloir encore besoin évidemment de rebondir, de trouver d'autres stratégies de communication et de repositionnement dans les sujets. Et pour ce faire, Ibrahim Bahoum souligne qu'il faudra les hommes, mais aussi de la conviction. Il faudra avoir les hommes qui ont de l'expérience, évidemment, parce que Djibo a été forgé, c'est vrai, par un long compagnonnage avec Senghor, un peu avec Diouf aussi. Si ce compagnonnage dont il a profité durant sa vie, durant sa carrière politique, est transféré à d'autres qui étaient ses poulains, si ces mêmes évidemment ont le temps de se reconstruire, de rester encore fidèles et à l'homme politique, à la mémoire de Djibo, mais également à la vision de Djibo, à leur manière de faire, ça prendra encore de temps, mais c'est des organismes vivants, c'est des hauts et des bas. De l'avis de Maurice Soudieck-Dione, l'URD, pour survivre à Djibo Leïtika, a besoin d'un homme charismatique. Il faut d'abord un leader, un successeur qui ait suffisamment de charisme, d'autorité et d'expérience que Djibo Leïtika, ce qui me semble assez hypothèque. Mais en tout cas, il faut d'abord un leader attrayant qui puisse justement mener les destinées du parti et peut-être chercher des alliances au niveau de la gauche, encore que cette gauche-là est diluée dans des alliances notamment avec le parti au pouvoir. Donc il y a une certaine incertitude qui plane par rapport à l'avenir de l'URD. La balle donc dans le camp des compagnons de Djibo Leïtika. L'héritage semble lourd. RFM. L'actualité internationale. Mauritanie, le processus en appel du jeune blogueur condamné à la peine capitale va bientôt reprendre. Sornana Tambay. La Cour suprême a ordonné la reprise du procès avec de nouveaux juges. Ce sera le 7 novembre prochain. Le procès est le dernier recours pour Mohamed Ould Mkhitir, accusé d'apostasie. Nouakchott, Mohamed Diop. La Cour d'appel de Nouadhibou au Nord avait donné son verdict en avril 2016 en confirmant la peine prononcée par la Cour criminelle, la condamnation à mort du blogueur pour apostasie. Mais selon ses avocats, le juge n'a pas tenu compte du repentir de leur client, ce qui devrait lui épargner la peine capitale. C'est dans ce contexte que le dossier a été transmis à la Cour suprême et la Cour suprême a ordonné la reprise du procès devant une nouvelle cour d'appel. Mohamed Ould Mkhitir est condamné à mort après sa publication d'un article dans lequel il conteste l'ordre social et dit que sa communauté est marginalisée, c'est-à-dire les forgerons appelés communément les Moallemines. Mais ce qui a choqué une partie de l'opinion mauritanienne, c'est que le blogueur compare la situation de sa communauté à celle des Juifs et des esclaves à l'époque du prophète Mohammed. Plusieurs manifestations ont éclaté à travers le pays pour réclamer sa tête. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Au Burkina Faso, les personnes accusées dans le putsch manqué de 2015 seront aujourd'hui
les charges qui pèsent contre elle. L'audience de confirmation s'est ouverte hier. Aujourd'hui, le général Gilbert Diendéré, considéré comme le chef des putschistes, est à la barre. Tous les 107 inculpés sauront définitivement ce qui leur est reproché. Les accusés sont des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle pour la plupart et le Burkina qui se souvient de l'insurrection populaire d'octobre 2014, des manifestations qui ont chassé Blaise Compaoré du pouvoir. Selon le gouvernement, les cérémonies d'hommage aux martyrs se dérouleront du 26 au 31 octobre. En 2014, une trentaine de personnes ont été tuées et plusieurs centaines blessées. En Côte d'Ivoire, ça se corse pour des proches de Guillaume Soro. La direction de la surveillance du territoire veut mettre sous surveillance 3 membres de l'entourage du président de l'Assemblée nationale. Dans un document daté du 13 octobre dernier, la DST ordonne également le retrait de leur passeport. L'une des personnes visées, le chargé de communication de Guillaume Soro, a été retenu à l'aéroport d'Abidjan après un séjour en Russie samedi dernier. On l'a finalement relâché, lui rendant également son passeport. Malgré ce document et bien d'autres faits, le président Alassane Ouattara dément une quelconque crise entre lui et Guillaume Soro. Gabon, le gouvernement veut mettre un terme aux inscriptions frauduleuses dans les établissements publics. La ministre de l'Éducation nationale a rappelé à l'ordre les responsables de ces écoles et les enseignants. Une partie du personnel est accusée de soutirer de l'argent aux parents. Une enquête est d'ailleurs en cours. Yves Antonio Ogoula à Libreville. C'est une vieille pratique au Gabon. Dans les établissements publics, les inscriptions frauduleuses se font au vu et au su de tout le monde. Certains chefs d'établissement, en collaboration avec les enseignants, inscrivent à des prix exorbitants les élèves et arnaquent les parents. C'est pour mettre fin à ce désordre que la ministre de l'Éducation nationale a tapé du poing sur la table, Nadine Patricia Anguillet. Aucune note administrative qu'elle parvienne de la DAP ou du cabinet du ministre ou d'aucun directeur, aucun inspecteur ni du secrétariat général du ministère ne vous a demandé de prélever aux parents des frais d'inscription. Vous êtes des établissements publics, quelle que soit la situation économique dans laquelle se trouve le pays, vous devez d'attendre que l'on vous donne des notes officielles. La ministre de l'Éducation nationale promet désormais de sanctionner tous les enseignants qui exercent ce trafic. Le gouvernement a sommé les chefs d'établissement de rembourser les parents d'élèves. Yves Antonio Goula, Libreville, RFM. Au Kenya, Sornanata, journée de vote tendue dans certaines zones du pays. Des manifestations ont éclaté dans des quartiers favorables à l'opposition et une personne a perdu la vie. Des partisans de l'opposition ont installé des barricades et ont dû être dispersés par les forces de l'ordre. Plusieurs bureaux de vote n'ont pas ouvert dans d'autres quartiers ou bien dans d'autres bureaux. Les responsables électoraux et le matériel sont arrivés avec beaucoup de retard. Des manifestants qui semblent suivre le mot d'ordre de Raila Odinga, mais à leur manière, l'opposant au régime de Uhuru Kenyatta a appelé au boycott. C'était l'actualité internationale. Merci Sornana Tambaye. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur le processus de paix en Casamance, nous allons débattre dans quelques minutes. RFM Sport. Cher Tidiane Diagne, rebonjour. Rebonjour, vous entendu. Ibrahim Ndiaye Chita, DNT, DTN, pardon. Et précurseur du football de plage étale ses frustrations. C'est la suite, Antoine, du choix qui a été porté sur Abdoulaye Sow, vice-président à la FSF, la Fédération sénégalaise de football, d'intégrer la commission du football de plage spécifique. Ibrahim Ndiaye Chita dit ne rien y comprendre. Nous l'écoutons pour plus de détails. Comment ils ont fait pour le désigner? Je donne ma langue au chat. Lui aussi, comment il a fait pour accepter ce poste-là? Je donne ma langue au chat. Maintenant, je laisserai le soin aux Sénégalais maintenant de donner leur avis par rapport à ce qui s'est passé. Je ne suis pas à la fédération, certes, je suis à la direction technique, mais si le but s'est implanté au niveau de la c'est moi qui l'ai amené là-bas. Avec d'autres, bien sûr. Mais maintenant, la moindre des choses, au moins si on doit faire un choix, même si je ne suis pas, au moins qu'on me demande mon avis, c'était la moindre des choses. Alors Chita, si je vous comprends, vous avez eu à choisir quelqu'un d'autre qu'Abdoulaye Sow. On a dit qu'il nous faut quand même une personne ressource qui pourra nous amener quand même, je ne sais pas,
des sponsors qui pourra au moins nous guider dans ce que nous sommes en train de faire. On a dit mais pourquoi pas, la personne la mieux avisée, mais c'est Omar Gueye. On a dit non. Mais il est allé en assemblée générale. Il y a eu un autre candidat. Il l'a battu à plate couture. Mais s'il s'est introduit au niveau du comité, c'est parce que c'est pour représenter le football spécifique. C'est le but de le futsal. C'est lui qu'on a choisi, nous, pour nous représenter au comité exécutif. Maintenant, si on a choisi un autre, mais là, je crois que c'est une question qu'il faut poser aux responsables pour demander pourquoi on note une autre personne à la place de Omar. Ibrahim Ndiaye Chita qui se pose donc des questions sur ce choix qui a été porté sur Abdoulaye Sow d'intégrer la commission spécifique de la Confédération africaine de football. Notez qu'ils sont 4 Sénégalais à avoir rejoint donc ces commissions permanentes de la Confédération africaine de football. Il s'agit d'Augustin Senghor, Abdoulaye Sow, Khalilou Fadiga et Cheikh Tidiane Fall. Des soucis notés au sein de la Ligue de karaté de Dakar. Après 2 assemblées générales avortées, le président se veut clair. Il interpelle la Fédération sénégalaise de karaté et d'adopter une démarche transparente. La Ligue était face à la presse ce matin, compte rendu signé Sodakam. À la tête de la Ligue de karaté de Dakar depuis 1999, le président de l'instance est inquiet de la situation qui sévit dans la Ligue. Samba Issa Bousso apporte des éclairages par rapport aux 2 assemblées générales avortées. La première assemblée générale, c'est le 18 juin 2017, parce que simplement des clubs qui n'étaient pas en règle, au nombre de 14 clubs, ont voulu faire le forcing et voter ce que les autres ont refusé. Être en règle, c'est être en règle avec la fédération, c'est avoir 20 licenciés, remplir ces conditions et payer 8 000 francs annuels. Nous avons reconvoqué une assemblée générale le 22 octobre. La même situation, en fait, s'est reproduite. Avec le comportement du représentant de la Fédération sénégalaise de karaté et de celui du ministère des Sports, le président pense qu'il y a anguille sous roche. On filtrait les entrées. Lorsque la liste des clubs en règle est épuisée, alors la représentante du ministère et le représentant de la fédération, c'est-à-dire le secrétaire général, ont fait entrer des clubs qui n'étaient pas en règle, bien qu'elle était vraiment impliquée parce qu'il contrôlait les élections, ce qui n'est pas de son ressort aussi. Sur ce, Samba Issa Bousso interpelle le ministère des Sports et la Fédération sénégalaise de karaté. Parce que quand la Ligue de Dakar fléchit, la fédération ira à terre et ce sera la mort peut-être du karaté sénégalais. On ne souhaite pas en arriver là. Demandez au ministre du Sport, nous comptons sur sa bonne volonté. Le président de la Ligue ne compte pas lâcher prise. Après les 2 assemblées générales, il compte envoyer un rapport aux autorités régionales, à savoir le gouverneur et le directeur des activités physiques et sportives. Sodeka, merci des arts martiaux. Nous parlons football avec donc ce jour qui a été appelé en équipe nationale pour la double confrontation de novembre prochain contre l'Afrique du Sud en qualification du mondial Russie 2018. Il s'agit de Youssouf Sabalé, défenseur des Girondins de Bordeaux, qui a repris l'entraînement collectif cette semaine. L'allière latérale souffrait des ischio-jambiers. Un retour à la compétition dès samedi face à AS Monaco n'a pas été évoqué cependant par son entraîneur Antoine. La justice saisie du conflit au Guédiawaye Football Club. Les 3 supporters convoqués ce matin par la police ont été déférés au parquet puis entendus par le procureur départemental de Guédiawaye. Ce dernier a transmis le dossier à son supérieur hiérarchique. Les mises en cause sont présentement dans les locaux du tribunal hors classe de Dakar. Les prévenus sont poursuivis pour séquestration, vol de documents, injures et menaces de mort. Le bureau de Guédiawaye Association, pour rappel, avait porté plainte. Notre reporter Salif Sow, basé donc dans la banlieue, est en train de suivre donc l'évolution de ce dossier, Antoine. Cher Tidiane Diagne, merci. RFM, la chronique du jour. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye. Il est vrai que notre pays inscrit dans sa tradition diplomatique le respect du sacro-saint principe de non-ingérence dans les affaires de notre État. Il est également vrai que ce principe nous a valu de préserver des relations de bon voisinage avec ceux qui nous entourent, même si la réciprocité ne fut pas toujours absolue. C'est dire que les clameurs et la nouvelle volonté qui s'élèvent en Gambie, pays frère, pour traduire en justice Yaya Jammeh, ne sauraient nous laisser indifférents. Nous avons servi de cadre africain pour le jugement d'un ancien président. Nous devons dans ce combat aider le peuple gambien à ne pas laisser sombrer dans l'oubli 23 ans de terreur. Des années de plomb qui portent la marque d'un homme et de son système, devenu une machine à éliminer des adversaires politiques ou de simples citoyens. Les récits de parents des victimes sont à cet effet une indication sur ce que furent les goulags de Yaya Jammeh, appuyés par sa police secrète appelée Agence nationale du renseignement. Un instrument de répression à l'image de l'ancienne Stasi est-allemande et qui est demeuré unique responsable sur commande de l'assassinat du journaliste Deida Aïdara, mais aussi celui de l'opposant Solo Sandeng, sans oublier les officiers accusés de complot
dont les restes furent découverts dans un camp militaire près du village natal de Yaya Jammeh. On comprend que des voix se fassent entendre à Banjul pour réclamer justice et qu'une traque comme celle menée contre des dictatures soit entamée. D'actes de torture aux exécutions extrajudiciaires, de détentions arbitraires aux disparitions, ce sont autant de crimes qui ont jalonné le règne du président Yaya Jammeh. Des crimes qui ne sauraient être absous par un exil, une reconversion en gentleman farmer dans un paradis tropical. Alors, vivement que l'histoire s'emballe pour que l'ancien président de Gambie réponde de ses actes devant un tribunal de son pays ou de la communauté internationale. RFM, la presse du jour. Ce programme vous est proposé par Emirates. La presse du jour, Georges Détié-Diop. Khalifa Sall et la justice, les choses s'accélèrent pour le député. Et pour cause, l'on fait état d'une saisine de l'Assemblée nationale en vue du jugement du maire de Dakar. Les Échos affirment que le procureur de la République demande la levée de l'immunité parlementaire du maire de Dakar via le ministre de la Justice qui a transmis la requête à Moustapha Niasse. Le journal Les Échos souligne que le président de l'Assemblée nationale en a informé hier le bureau et la conférence des présidents, ce que confirme Vox Populi. Selon le journal qui titre à sa une, le procureur veut arracher l'immunité de Khalifa Sall. La conférence des présidents s'est réunie hier pour examiner la demande de levée de l'immunité parlementaire. Et l'on s'achemine donc, comme l'indique Libération, vers la mise en place d'une commission ad hoc. Elle va statuer sur cette demande que les avocats du maire de Dakar qualifient de contradiction. Selon Libération, le procureur a actionné l'Assemblée nationale et tout va s'emballer le 2 novembre, jour de retour de congé du doyen des juges. La justice toujours, avec la réponse de la CREI à Cheikh Amar, correspondance publiée par 2 journaux, Direct Info et L'Observateur. C'est au sujet d'une affaire de rétrocommission, un dossier annoncé à la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Le nom de Cheikh Amar avait été cité et pour y voir plus clair, l'homme d'affaires avait saisi la CREI. Réponse du parquet spécial près la CREI, les procédures en instance à la CREI ne vous concernent ni directement ni indirectement. Le facsimilé de la lettre de la CREI à la page 2 du journal du groupe Futur Média. L'Observateur, justement, le journal a décroché et le souligne à sa une interview exclusive de Cheikh Kanté, l'ex-directeur général du port autonome de Dakar dont la gestion fait débat ces derniers jours. Alors, Cheikh Kanté réagit. J'assume ma gestion du port. Cette phrase est mise en exergue par l'Observateur. Quelques morceaux choisis de l'entretien à la première page de l'Observateur. Je conseille à mon successeur d'aller demander à Amadou Ba comment les 24,6 milliards de DP World ont été utilisés. Je ne suis pas un voleur, j'ai toujours fait des bénéfices durant mes 5 années de gestion. Si on me reproche d'avoir recruté des Sénégalais, je l'assume. Là où le nouveau directeur se trompe, c'est quand il dit que l'excédent brut d'exploitation est passé de 27,944 milliards de francs CFA en 2014 à 6 milliards en 2016. Transport aérien à présent avec Air Sénégal SA. Le quotidien affirme que Macky accélère le décollage. Oui, le chef de l'État veut le démarrage à temps des activités de la nouvelle compagnie. Selon mon confrère, Macky Sall a tapé du poing sur la table pour réaffirmer sa volonté de voir l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne de Diass, commencer à fonctionner le 7 décembre prochain. Et il faudrait qu'à ce moment-là, la nouvelle compagnie Air Sénégal SA puisse être en mesure d'entamer son décollage. Et en interne, selon le quotidien, le staff se dit motivé bien que le challenge semble important. Le journal fait référence au retard noté dans le processus d'obtention du permis d'exploitation aérienne de Air Sénégal SA. Mais malgré tout cela, le nouveau directeur général et son équipe se sont mis à l'œuvre d'arrache-pied en faisant fi des critiques. En politique, le mandat du président. L'AS nous apprend que Macky Sall douche l'ardeur des apéristes de lait. Selon le journal, le moral des troupes apéristes a été sapé lors de la dernière réunion du secrétariat exécutif national. Et pour cause, Macky Sall a soutenu qu'il n'est mu que par ses 2 mandats, pas plus. Suffisant de l'avis de l'AS pour doucher l'ardeur des apéristes de lait à l'image de Luxar qui pensait que l'APR avait des ambitions qui transcendent Macky Sall. Intéressons-nous à présent au secteur de l'éducation. Sud Quotidien nous apprend que des syndicats d'enseignants déposent un préavis de grève aujourd'hui. L'OIS, le CELA, l'ODES, l'UDNR, le CELSO exigent le respect des accords et la signature du décret portant intégration des élèves maîtres. Pour Sud Quotidien, le grand cadre est en ordre de bataille. À vos kiosques et bonne lecture. Ce programme vous a été proposé par Emirates.
Point de vue, c'est dans un instant. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Nous avons en ligne Xavier Diatta, observateur de la crise casamassaise. Bonjour Xavier Diatta. Bonjour Antoine. Alors, aujourd'hui, on parle de négociations entre l'État et le MFDC à Saint-Egidio, avec la communauté Saint-Egidio, donc à Rome. Est-ce qu'on peut dire maintenant que l'espoir est permis pour la paix définitive en Casamance? Antoine, j'aurais bien aimé vous affirmer tout de go que l'espoir est permis. Oui. Disons simplement que c'est un pas important. Il est important parce que je crois que vous avez suivi que ce pas a été attendu par la communauté, toute la communauté sénégalaise. Oui. Mais je crois que Saint-Egidio aujourd'hui va rencontrer un seul camp au niveau de la rébellion. Et ça pose problème. Parce que vous êtes sans savoir que le MFDC est divisé. Oui. Est-ce que cela signifie que le MFDC devrait d'abord organiser une rencontre inter-MFDC, parler d'une seule voix et maintenant aller rencontrer le gouvernement? Absolument, c'est nécessaire. De toute façon, il arrivera un jour ou l'autre que le MFDC parlera d'une seule voix pour aller rencontrer le gouvernement. Mais parallèlement, si on a des propositions ou des démarches comme celle-là, je crois que c'est à saluer. Simplement, ce que je dis, la faction que va rencontrer Saint-Egidio et la faction minoritaire. Alors, une faction minoritaire au sein du MFDC. Donc ça pose problème. Oui. Alors, nous avons aussi en ligne Moussa Sissé, c'est le secrétaire général du collectif des cadres casamassés. Il n'est pas encore en ligne, donc on poursuit avec vous, Xavier Diatta. On a écouté le reportage réalisé par notre correspondant à Ziguinchor. Les populations parlent de sincérité, c'est ce qu'elles veulent dans ces négociations. Vous parlerez comme elles? Oui. Moi, je parlerai comme elle. Je dis que, effectivement, on a besoin d'approches sincères. Les populations veulent être rassurées. Les populations en ont marre de ce conflit qui dure depuis 35 ans. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont nés après le conflit et ils n'ont connu que le conflit jusqu'aujourd'hui. Donc, quand les populations parlent de sincérité, je crois que c'est de bonne loi. C'est vraiment la demande qui est là. Et je crois qu'on va peut-être y arriver. Mais il est vraiment grand temps qu'on y arrive. Et puis, Antoine, ce que je voulais, c'est-à-dire que j'aimerais quand même que les gens soient un peu plus attentifs. Est-ce que, aujourd'hui, on parle beaucoup de Saint-Egidio, mais les gens, rares sont les gens qui connaissent réellement cette communauté. Quelle est son influence dans le monde? Qu'est-ce qu'elle a apporté comme expertise? Je ne dis pas qu'elle n'a rien apporté. Elle a apporté pas mal de choses parce que Saint-Egidio, si vous vous souvenez, il est déjà au Mozambique, au Guatemala, et récemment, d'ailleurs, pas plus tard que les jours derniers, ils se sont mobilisés. Bien spécialisés dans les questions de négociation, quelque chose comme ça. Non, c'est une communauté. En fait, ils ont plusieurs arcs à leur corps. Plusieurs cordes à leur arc, oui. Voilà, plusieurs cordes à leur arc. Donc, vous avez la communauté, vous avez une communauté qui se base sur un service œcuménique, vous avez une partie qui s'occupe un peu de la personne humaine, c'est-à-dire que pour eux, la guerre, c'est elle qui crée le plus de pauvreté. Donc, ils se sont penchés sur cette question. Et ensuite, ils sont aussi dans le communisme, c'est-à-dire dans le dialogue interreligieux. Exact. Et enfin, la paix. Donc, c'est vraiment toute une palette que les gens doivent comprendre et comprendre quel est cette... Parce que on a comme l'impression aussi au Sénégal que les gens pensent que la Casamance reste la priorité pour Saint-Egidio. Non. Très bien. Xavier Diatta, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes un observateur de la crise casamassaise. Nous avons en ligne Salou Sambou, ancien gouverneur de Dakar. Bonjour, monsieur le gouverneur. Bonjour, Antoine. Vous êtes observateur de la crise casamassaise également. Vous travaillez par ailleurs pour le retour de la paix en Casamance. On peut le dire ainsi. Alors, cette étape de négociation entre le gouvernement et le MFDC, quel commentaire en faites-vous? En fait, le commentaire que je peux en faire, c'est que quand même, je dois me réjouir. Parce que nous avons essayé par tous les moyens, les Sénégalais nous sommes témoins. Mais si ça doit aboutir, nous disons bravo.
Parce que ce qui se passe actuellement, moi j'ai considéré que le conflit en Casamance, c'est peut-être vient d'un malentendu, mais les gens à l'époque n'étaient pas très assidus sur vraiment les vraies informations, parce qu'au départ, on a voulu presque accuser tous les Casamancais d'être des rebelles ou bien des rebelles potentiels. Et ce qui s'était passé au tout début, on voyait des gens vraiment discuter du conflit alors qu'ils n'en savent rien. Et comme Paul Correa le disait, tous ceux qui en savent quelque chose ne disaient rien, et tous ceux qui n'en savent rien se gonflaient les gorges et disaient n'importe quoi. Malheureusement, ça a duré le temps que ça a duré. On est maintenant à plus de 33 ans, mais c'est quand même déplorable. Oui. En réalité, un État qui se respecte, quelque chose qui se passe dans un milieu comme celui-là, on aurait pu trouver des ressources humaines de valeur pour régler ce problème. Justement, avec l'implication de la communauté Saint-Egidio, quelle chance d'aboutissement à la paix définitive? En fait, il faut qu'il y ait la sincérité de part et d'autre, surtout les protagonistes, l'État et le MFDC. Parce que nous avons fait comme si nous étions des observateurs. L'État, c'est nous-mêmes. Le MFDC, c'est une partie de nous-mêmes. Comment se fait-il qu'on ne puisse pas s'entendre? C'est ça qui est déplorable. Mais quelquefois, quelle que soit quand même la situation où ça se développe, vous savez que le problème de la Casamance, ce n'est pas seulement la Casamance qui a des problèmes au niveau du pays Sénégal. Mais nous avons des situations déplorables comme au Sénégal oriental, comme vers le nord, à Matam. Des gens peuvent avoir des velléités vraiment de rébellion. Mais il nous faut régler le problème de la Casamance pour vraiment fermer toute possibilité de tentative de rébellion. Très bien. Oui. Avec Saint-Egidio, nous espérons que les gens vont être sincères et on va résolument vers une solution définitive du problème de la Casamance. Parce que tout le monde est fatigué. Le pays et même les pays environnants, la Gambie comme la Guinée-Bissau. Nous sommes fatigués des Casamancais comme des Sénégalais de tous horizons. Mais il faut nécessairement qu'on puisse régler ce problème. Très bien. Maintenant, Saint-Egidio, moi je pense que vraiment, si on prend le bon bout, on en sortira définitivement et le pays avancera résolument vers un développement. Et je reviens à vous tout à l'heure. Je termine cette fois-ci avec Xavier Diatta. Alors, Xavier, il n'y a pas encore de paix définitive, mais il y a quand même une longue accalmie depuis quelques années sur le terrain. Qu'est-ce qui peut expliquer ça, ou qu'est-ce qui l'explique à votre avis? Bon, je crois que les raisons d'une telle accalmie sont diverses. Il y a des observateurs qui disent que, effectivement, ceux que nous avons déployés comme émissaires au sein de la rébellion ont joué leur partition. Il n'appartient pas à moi de juger ou de ne pas juger. Mais il y a aussi un autre fait, c'est que les gens ne font pas très attention à l'aspect économique. Aujourd'hui, les MFDC, si vous remarquez bien, il y a des villages qui sont abandonnés. Est-ce que donc ils arrivent à tirer des ressources économiques? Est-ce que aujourd'hui c'est seulement les négociations qui ont permis à ce qu'on arrive à cette accalmie? Je l'espère bien. Mais voilà, le débat est posé. Je ne peux pas être catégorique pour vous dire, écoutez, c'est telle ou telle raison qui fait qu'aujourd'hui il y a cette accalmie. Mais je sais aussi que le président Macky Sall, son avènement, je crois qu'il a mis beaucoup d'énergie, dans les échanges, tout ça, pour pouvoir arriver à une solution durable pour la Casamance. Très bien, merci Xavier Diatta. On termine avec le gouverneur Salou Sambou. Alors, quel est l'apport réel des structures comme celle dirigée par Robert Sagna dans la recherche de la paix en Casamance? En fait, il n'y a pas que celle-là, cette structure, mais il y a d'autres structures, il y a d'autres associations, oui, effectivement. Mais l'un dans l'autre, les gens ont fait des progrès. Et aussi, il faut se souvenir de ce qui s'était passé depuis très longtemps. Parce que le conflit, ce n'est pas seulement à partir du Diouf que ça a existé. C'est depuis le temps de Senghor. L'abbé Diamacoune a saisi Senghor depuis très longtemps, par des lettres. Mais en fait, Senghor, en son temps, il avait un sapeur-pompier très efficace, en la personne d'Émile Bayan. Et tout ce qui débutait en Casamance était éteint immédiatement. Quand un feu commençait à s'allumer, Émile Bayan est revenu.
pour éteindre le feu. Mais après, avec Diouf... il n'a pas eu ce sapeur-pompier, Diouf. Il n'a pas eu ce sapeur-pompier et il a mis du temps pour comprendre. Finalement, quand il a compris, c'était en 1999. Nous avions une dernière réunion à Ziguinchor qui était vraiment pour régler définitivement le problème. Malheureusement, aux élections, il a été battu. Wade est venu, Wade avait dit qu'il va régler ça en 100 jours. Il a fait 12 ans, il n'a rien réglé. Mais Macky, la différence entre ces gens et Macky est venu, mais il a levé tous les tabous. Il a dit, vous voulez que la démarche se fasse où? Pour la négociation? Aux États-Unis, à Rome, à Paris, ou bien même sur la planète Mars, si vous voulez, il n'y a pas de problème. À partir de ce moment... L'essentiel, c'est de trouver une solution. Oui, de trouver un endroit où négocier. Là, il a enlevé tous les tabous. Parce que n'oubliez pas que le conflit casamançais est entouré de beaucoup de mysticisme et de beaucoup de tabous. Et nous avons perdu énormément de temps sur des détails qui n'en valaient pas la peine. Mais quand le président Macky, avec vraiment son flegme et son pragmatisme, il a dit que, dites où vous voulez, on ira ensemble. Mais l'essentiel, c'est la paix. Et voilà, ça a déridé toute la situation. Et même au niveau des MFDC, actuellement, partout au Sénégal, tout le monde peut parler du conflit casamançais. Alors qu'avant, il n'y avait que des tabous. Non, les Casamançais étaient vus comme des pestiférés. Et puis, ils avaient même peur de parler la parole pour ne pas être sanctionnés. Et voilà, maintenant, tout va se régler et j'espère que le Sénégal a compris. Très bien, merci. Gouverneur Salou Sambou, observateur de la crise casamançaise. C'est fini pour Point de vue. Les infos météo, le ciel sera majoritairement dégagé sur le pays ces prochaines 24 heures. Cependant, en fin de soirée, des orages et pluies pourraient se développer dans la zone de Kédougou. La sensation de chaleur va rester marquée sur la quasi-totalité du territoire, notamment au nord et centre où les températures journalières vont atteindre les 39 voire 42 degrés. Ailleurs, les pics vont varier entre 33 et 38 degrés. C'est la fin de cette édition, je vous rappelle les titres. Centre-ville de Dakar, un immeuble à 8 étages a pris feu ce matin. Le sinistre a fait un mort. C'est dû le conseil d'administration de l'hôpital dégage toute responsabilité dans l'affaire de la tentative de suicide du directeur de la structure hospitalière de la région. La demande de levée de l'immunité parlementaire de Khalifa Sall confirme la détention arbitraire du maire de Dakar. C'est ainsi que réagit un des avocats de l'édile de la capitale, Maître Ciré Clédorli, veut que l'Assemblée nationale exige que son client soit rétabli dans ses droits. Processus de paix en Casamance, les négociations entre le gouvernement et le MFDC fortement appréciées par les populations. Elles y fondent beaucoup d'espoir. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique. C'est Rin Saliudem à la réalisation El Haj Ndiogoudjen, Pape Oumar Diawete à la régie, à la production Al-Nimba. À 13h, Sohnangonengom pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, c'est Dialgati Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.